Bon, aujourd'hui, on va parler NBA. La saison régulière va enfin commencer après 4 mois d'attente interminable. Là, on s'était quitté sur une finale NBA boucherie où les Warriors avaient sweepé les Cavs. Alors on se rappelle de la fin de ce Game 1 épouvantable avec JR qui chie dans la colle, ce Game 1 qui aurait jamais dû être perdu par les Cavs, mais bon. Voilà, les Warriors étaient plus forts, les Warriors ont tout cassé, KD a été monstrueux, il a reçu son deuxième trophée de MVP des finales consécutifs. Donc voilà, bravo. Maintenant on va parler de la saison à venir. Il y a du monde au balcon là-bas, hein. Donc on va parler des favoris. Là je vais rien inventer pour mes favoris, donc évidemment d'abord les Warriors qui visent un three-peat. C'est 3 titres d'affilée, exploit qui n'a pas été réalisé depuis les Lakers en 2000, 2001, 2002, les Lakers de Kobe et Shaq. C'est clairement l'objectif des Warriors, 3 titres d'affilée, 4 titres en 5 ans. Ils ont gardé leurs 4 All-Stars. Voilà, on est sur Curry, limite le meilleur shooter de l'histoire. KD, qui sera peut-être un des meilleurs scoreurs de l'histoire, un des mecs qui peut vraiment regarder LeBron dans les yeux aujourd'hui. Draymond Green, qui chaque année est dans la discussion pour être élu défenseur de l'année. Et Klay Thompson, le meilleur que tu peux avoir pour rentrer des shoots quand les autres n'en rentrent pas, quoi. Et t'en rajoutes un 5e, voilà. Tu chopes de Marcus Cousins pour 5 millions l'année, parce que le gars, il se fait une sale blessure. Donc voilà, on savait pas trop à partir de quand il allait être dispo. Au début on nous disait janvier, finalement ça sera peut-être plus tôt que prévu. Le mec, quand il est en forme, c'est le meilleur pivot de la ligue. Là il n'y a pas de doute là-dessus. C'était le secteur dans lequel les Warriors pêchaient un petit peu. Mais là ils vont pouvoir avoir un secteur intérieur fort. Et là ça va être très compliqué d'aller les chercher. Ils sont clairement ultra favoris pour remporter un 3e titre d'affilée. Je vois vraiment pas ce qui pourrait leur barrer la route. Ensuite on a les Rockets. Donc voilà, finaliste malheureux de la conférence Ouest l'année dernière. En 7 matchs contre les Warriors. Voilà, avec James Harden, le MVP en titre, Chris Paul qui a réussi à avoir son contrat max sur 4 ans, à 33 ans c'est quand même solide, d'arriver à signer un contrat comme celui-là. Le management des Rockets a été beaucoup critiqué suite à ça, en disant mais les gars c'est peut-être un petit peu chaud de mettre autant de pognon sur un gars qui a 33 ans, qui est quand même pas aussi fringant qu'avant, qui certes nous sort des playoffs de dingue, il nous sort une finale de conférence de dingue, il met à genoux les Warriors. Et c'est clairement son absence au Game 6 et 7 qui fait un petit peu tourner la finale en faveur des Californiens. Donc voilà. Après, les Rockets, très honnêtement, selon moi, et je pense que je suis pas le seul à partager cet avis, sont moins forts que l'année dernière. Ils ont perdu Trevor Ariza et Luc Mbah a Moute, et ça, ces 2 gars, dans le secteur défensif, ils étaient importants. Et Dieu sait que les Rockets avaient besoin d'armes défensives comme celle-ci. C'est clairement pas leur point fort, c'est clairement pas là que Mike D'Antoni insiste. Lui, il veut une ribambelle de tirs de chez le voisin tous les 2 soirs, et puis voilà. Après, défensivement, voilà, on a un James Harden qui en a rien à foutre, et ces mecs-là, justement, c'était des lieutenants qui étaient importants pour ça, pour essayer de pas prendre 120 points à chaque match, quoi. Après, heureusement, t'arrives à garder Clint Capella, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions tout au long de l'été. Le gars voulait partir, on savait pas trop s'il fallait le garder, c'est une connexion sympa, notamment avec James Harden. Je pense que les Rockets finiront 2 ou 3, et certainement pas premier comme l'année dernière. Après, franchement, au vu de l'intersaison qui a vu se renforcer les Warriors et un petit peu s'affaiblir les Rockets, je vois vraiment pas comment ils peuvent aller emmerder les Warriors si jamais ils doivent les jouer en finale de conf. Aussi, on a l'arrivée d'un sacré joker en la personne de Carmelo Anthony. Un joker à moindre coût, vu la saison catastrophique qu'il nous a fait l'année dernière. Heureusement que le Thunder s'en est séparé. Voilà, le mec c'était construction tous les soirs, on envoie des briques, c'était juste grotesque. Voilà, il s'est pas du tout fondu dans le collectif de Billy Donovan. Ça marchait pas, ok, ici ça marchait pas, voilà, c'est une saison pourrie. Mais pour les Rockets, je pense que Mike D'Antoni n'a pas pour idée de titulariser Carmelo Anthony, mais veut plutôt le faire sortir du banc et rentrer quelques shoots à des moments importants, parce que c'est quand même un sacré bonhomme. Le gars, il a marqué la ligue, ça a été un mec un peu important dans la ligue.
Et c'est un nom qui fait toujours un peu rêver, qui est un petit peu différent, il se passe un truc quand Carmelo est sur le parquet. Donc si le gars se met au service du collectif et bien psychologiquement et bosse un peu physiquement, ça peut être très très intéressant pour les Rockets de l'avoir. Mais de là à être un atout suffisant pour contrer les Warriors, je pense pas. Ensuite on a le Thunder, que je vois un peu au même niveau que les Rockets, peut-être un peu en dessous. Ça va leur faire un bien fou de se séparer de Carmelo Anthony. La distribution du scoring était trop éparpillée. T'as Westbrook, t'as Paul George, ça suffit. Derrière t'as des soldats autour qui bossent pour eux, des mecs qui défendent bien. Car Robertson, dont l'absence a fait énormément de mal à OKC pendant les playoffs. T'as Steven Adams qui fait un boulot de mutant, qui est super important dans la raquette. T'arrives à choper Dennis Schroeder, qui est quand même une option, une deuxième option assez sympa. T'as Westbrook qui reste sur 2 saisons d'affilée en triple-double. Ça lui a fait du bien un petit peu que le scoring ne pèse pas uniquement sur lui, mais qu'il puisse un petit peu compter notamment sur un mec comme Paul George, qui a fait une saison que je trouve décevante, vu le potentiel du gars, et voilà, Paul George c'était un MVP en puissance. Bon, on connaît l'histoire, on connaît sa blessure, voilà. Mais s'il est bien, ça peut vraiment envoyer un duo bien dominant, bien sympa. Voilà ce que je peux dire sur le Thunder, que je vois du coup 2e ou 3e, plutôt 3e derrière les Rockets. Mais en tout cas, ouais, mais qui fera minimum son top 4, je pense, donc il pourra recevoir en premier tour de playoff et aller s'arracher en demi de conf contre les Warriors ou contre les Rockets. En 4e équipe favorite, je vois bien les Lakers. Ouais, c'est pas évident, tout le monde pense pas pareil. C'est une équipe complètement nouvelle, un espèce de savant mélange entre asile de fous, avec Rajon Rondo, Michael Beasley, Lance Stephenson, Javal McGee. Là t'as une sacrée bande de fous furieux. Et la garderie quoi, avec des jeunes hyper prometteurs. T'as Brandon Ingram qui a déjà 2 ans d'expérience dans la ligue, qui a un profil un peu à la Kevin Durant et qui peut vraiment grave envoyer. On a Kyle Kuzma, le 2e rookie de l'année dernière, qui a émergé vraiment alors qu'on l'attendait pas. Enfin, un bon scoreur qui peut être intéressant, et forcément Lonzo Ball, qui était beaucoup critiqué, qui s'est blessé aussi, qui a fait qu'une 50aine de matchs sur 82. Mais qui, ok, a un shoot dégueulasse, un pourcentage de réussite dégueulasse aussi, mais qui a tellement d'aspects intéressants dans son jeu. Il a un QI basket surdéveloppé, à la passe ça va vite, il fluidifie le jeu, il accélère le jeu, ça se voit qu'il sent le basket, qu'il voit des trucs que les autres voient pas, et ça, et parce qu'on n'en a pas encore parlé, et ça pour un mec comme LeBron, parce que oui évidemment qui dit Lakers dit LeBron maintenant, c'est le genre de joueur qu'il adore quoi, et ça peut faire un duo vraiment sympa, un duo de mecs intelligents, de mecs qui pensent basket vraiment. Ouais, LeBron qui se retrouve au milieu de la garderie et de l'asile psychiatrique, qui clairement, on le sent, n'est pas complètement omnubilé par le titre cette année. Il le sait que c'est peut-être un poil trop tôt, que les Warriors sont trop forts. Il pense à l'année prochaine, à la Free Agency 2019, qui va être lourdissime, où les Lakers ont une marge dans la masse salariale qui va leur permettre d'aller attirer un All-Star pour accompagner LeBron. On sait, LeBron, les 3 bagues, il était accompagné de 2 All-Stars à chaque fois. À Miami, c'était Chris Bosh, Dwayne Wade. Aux Cavs, c'était Kyrie Irving, Kevin Love. C'est impossible de gagner un titre tout seul comme ça. Rajon Rondo, il peut faire des séries de 10-15 matchs niveau All-Star, il n'y a aucun problème. En plus, il sait ce que c'est que de gagner un titre NBA, il l'a fait avec les Celtics en 2008. Il sera trop tout seul certainement, c'est quand même sa 16e saison en NBA. Je sais pas s'il va refaire le même délire que l'année dernière d'aller se taper les 82 matchs de saison régulière. Mais je suis pas sûr que les Lakers de cette année soient plus forts que les Cavs de l'année dernière. Plus excitants sûrement, avec plus de potentiel très certainement, mais est-ce qu'ils seront vraiment meilleurs? Je sais pas. Les Lakers en tout cas, il y a tout ce qu'il faut autour, c'est sexy, et c'est bien pour cette franchise qui est une franchise mythique, et c'est bien qu'elle puisse être un petit peu remise sur le devant de la scène, parce que depuis 2010, le dernier titre des Lakers avec Kobe, voilà, on a quand même eu des saisons bien compliquées. L'arrivée de Magic Johnson aussi en tant que dirigeant et patron des opérations basketball a fait du bien. Donc voilà.
Je verrais bien les Lakers dans le top 4. Après, ça veut pas dire qu'ils le seront, mais je pense qu'ils feront les playoffs, ça y a pas de doute à mon avis. Top 4, je pense aussi, mais bon, ça peut être 5-6ème et quitte à aller se taper un gros en premier tour de conférence, mais ça, personne n'a envie de jouer LeBron en premier tour de conférence, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai sélectionné 2 équipes que je trouve intéressantes, mais pas du tout pour les mêmes raisons, et qui, selon moi, feront pas les mêmes résultats. D'abord le Jazz de Utah, qui incarne la continuité, là, qui va avoir le même 5 majeur que l'année dernière, il me semble, qui se remet très bien du départ de Gordon Hayward. Ils ont réussi à choper un sacré spécimen avec Donovan Mitchell à la dernière draft. Voilà, le mec nous a fait une saison de mutant, il s'est déjà imposé un peu comme le patron offensif, j'oublie pas Rudy, de cette équipe de Utah. Donc voilà, il y a Rudy qui a été élu défenseur de l'année, qui a enfin reçu cette distinction-là, qui veut vraiment s'imposer comme un des mecs les plus dominants de cette génération-là. Voilà, on a un mec comme Ingles qui est toujours très intéressant, qui a ok le physique de ton serrurier, mais qui fait vraiment le taf. T'as Ricky Rubio à la main qui est vraiment plus qu'intéressant. Donc non, cette équipe, elle ressemble à quelque chose. Tu peux pas dire que cette équipe est candidate au titre parce qu'il leur manque trop de trucs. Il leur manque vraiment un top scoreur qui peut claquer 30 points n'importe quand. Mais voilà, c'est une équipe qui ira en playoff, c'est sûr et certain. Et ensuite, une équipe intéressante, mais pour une autre raison, c'est les Mavs. Ouais, les Mavs, Dallas. Putain, elle a du style cette équipe, elle a du chien. C'était le meilleur choix possible de récupérer Luka Doncic, je sais pas comment on dit, qui a fait une saison européenne merveilleuse, qui a été MVP de l'Euroleague, MVP de la finale. Voilà, qui a prouvé 10 fois plus les potes de draft en université américaine. Voilà, franchement, aller gagner un titre de MVP en Euroleague, ça vaut mieux qu'aller claquer quelques 30 points par-ci par-là en championnat NCAA. Il est clairement ultra favori pour le titre de rookie de l'année. Et il fait du bien à Dallas, il fait du bien, combiné avec Dennis Smith Jr. qui était un top pick, 8e choix ou 9e choix l'année dernière, juste derrière Frank Tilikina. Voilà, c'est une équipe qui se reconstruit aussi par la draft, voilà, parce que c'est une équipe qui a des résultats catastrophiques récemment, mais bon voilà. On connaît un petit peu ce système-là, on connaît Cotest avec Philadelphie, ça marche très bien. Voilà, on a Dirk, là, le grand Dirk, qui a envie de s'envoyer une saison de plus, qui veut pas dire au revoir à sa ligue chérie, qui peut être très intéressant pour accompagner ces jeunes-là, et notamment un mec comme Luka Doncic, que tu sens qu'il y a déjà une petite connexion entre les deux qui est assez intéressante. Tu fais arriver DeAndre Jordan, qui, quoi qu'on dise, est un mec super chiant, super dominant, qui est hyper intéressant quand il est bien intégré dans un collectif. DeAndre Jordan, c'est le mec, moi je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Voilà, ça fait toujours du bien d'avoir un mec comme ça, s'il est bien cadré et si le projet de l'équipe lui plaît. On a Harrison Barnes aussi, hein, qui est là depuis l'année dernière, bien sûr, qui était parti des Warriors, mais qui est aussi un très bon joueur de basket. Donc ouais, Dallas, pourquoi pas. De là à dire, ok, 100% ils vont faire les playoffs, peut-être pas. C'est dense à l'ouest. Mais je pense qu'ils peuvent aller choper un spot, 8, 7, 6. Voilà, on a vu, il y a de la place, d'autant plus qu'il y a des équipes qui risquent un petit peu de sombrer dans cette conférence. Je vais en parler juste après. Je pense qu'il y a une place à prendre, que cette année il y a une place à prendre, c'est une vraie année de transition pour certaines équipes. Donc oui, parce que j'ai mes équipes un peu, voilà, les équipes coup dur quoi. En premier lieu, je suis obligé de parler des Spurs, qui vont vivre leur première saison sans Duncan, Ginobili et Parker, le trio magique, le trio tout ce que tu veux, qui a gagné 4 titres ensemble, qui a été enfin voilà, un trio exceptionnel et qui a été importantissime dans cette ligue. Et tu rajoutes à ça que Kawhi Leonard, qui était là dans la dernière campagne victorieuse en 2014, ben voilà, il t'a fait une saison blanche l'année dernière, et donc du coup, un peu obligé de le trader, le mec voulait pas rester, il refusait la communication. Tu te sépares d'un gars qui quand même, quand il est bien, il est top 3 de la ligue quand même. Il était dans la discussion du MVP il y a 2 ans. Donc c'est pas évident. Et tu rajoutes à ça la blessure de Dejounte Murray, qui était le petit jeune qui devait prendre la place de Tipeee en tant que meneur.
là tu sens la bonne grosse saison de merde qui va arriver, la bonne grosse saison de transition, tu sais. Je pense que les Spurs ne feront pas les playoffs. Déjà c'était très compliqué l'année dernière, ils sont allés chercher leur spot en toute fin de saison sur les 2-3 derniers matchs en sortant des bons gros matchs de patron. Mais là il n'y a pas de patron quoi. Enfin, il y a la Marcus Aldridge mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour aller chercher les playoffs à l'ouest. Ça suffit pas. Ensuite on a les Wolves. Voilà, ça pue clairement le caca là-bas du côté de Minneapolis. Jimmy Butler qui veut se barrer. Il y a des rumeurs de trade dans tous les sens. Jimmy Butler, en plus, c'est l'âme de cette équipe, comme il le dit là récemment. Il dit ok, Karl Anthony Towns, c'est le mec le plus talentueux qu'on ait. Le mec, voilà, le mec est dominant. Le mec peut te faire des 30 points, 10 rebonds tous les soirs s'il veut. Il n'y a pas de problème. T'as un Andrew Wiggins qui est aussi ultra talentueux, qui sait faire plein de trucs, qui perce pas comme il devrait percer selon moi. Mais voilà, c'est un autre débat. Mais Jimmy Butler, c'est le gars, il joue au basket, il y va, il s'arrache, il défend, il attaque, il met ses points quand il faut, il est agressif, voilà, c'est vraiment l'âme de cette équipe. Il a incarné l'âme de cette équipe l'année dernière et le renouveau de cette équipe qui a redécouvert les playoffs. Là, s'il vient à s'en aller, parce que c'est ce qui risque d'arriver, là, après, peut-être là, je vois des déclarations, il s'est réentraîné avec les mecs, je sais pas, mais je pense pas que le climat est un peu pourri et je vois pas les Wolves aller en playoff sans Jimmy Butler. Non, clairement pas, c'est pas Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins qui suffiront. C'est des mecs qui, voilà, ils font leurs stats, mais défensivement, il manque un truc, et au niveau du cœur, il manque un truc, quoi. Au niveau de l'agressivité, de tout ça, ça va être compliqué. Même avec un coach comme Tim Thibodeau qui relance Derrick Rose. Par contre, Derrick Rose, attention. Je veux le voir jouer cette année. Parce que il est pas si vieux le gars, hein. Voilà, MVP en 2011, faut pas l'oublier, comme il le dit, il y a un bon paquet de joueurs qui, s'ils avaient vécu les mêmes galères que lui, se seraient barrés, hein. Déjà ils auraient dit ciao la NBA, moi je me casse, j'ai gagné suffisamment de pognon pour toute une vie, ciao. Et ma dernière équipe un peu coup dur, c'est les Pelicans, parce que l'année dernière, très honnêtement, putain que j'étais malheureux pour eux que Cousins se blesse, parce que ils auraient pu être très honnêtement vraiment emmerdants, et même contre les Warriors, parce qu'ils ont joué les Warriors en premier tour de playoff l'année dernière. Voilà, Anthony Davis il est resté un peu tout seul et il avait beau se démener, c'était voilà, trop juste, mais putain quand il y avait Davis et Cousins, le secteur intérieur le plus fort de la ligue, c'était intéressant. Quand t'as un duo 4-5 comme ça, c'est vraiment costaud. Après, voilà, Cousins blessé, Cousins se barre, Rajon Rondo se barre, et Rajon Rondo il était important parce qu'il fait une grosse saison l'année dernière. Après t'as des mecs comme Jrue Holiday qui fait des playoffs de mutants. Les Pelicans, s'ils veulent aller chercher les playoffs, je pense, là ils vont peut-être aller chercher un spot de fin, mais voilà, ils peuvent pas rivaliser avec les meilleurs, alors que l'année dernière, tu te disais putain c'est un sacré poil à gratter cette équipe.